Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cet énième podcast. Ah oui, on est en train de s'installer. C'est déjà le septième artiste qu'on reçoit cette année. Je suis avec Mr. Dikosh. Pop, 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 brr. Et Les mêmes mecs là. alors, ce monsieur qui est connu sous plusieurs noms, hein, d'ailleurs. Dikosh, c'est le nom original, Ouais. le nom premier. Mais derrière, c'est beaucoup de personnages. C'est Mm. Équilibre, c'est monsieur. J'ai oublié le nom là, Bamingoud. Eli euh, Kitenge. Eli Kitingue. Eh oui. Et encore de Melun. Bandigou de Melun. Bandigou Oui. de Ah oui, il Melun, a beaucoup de oui. personnages. Et oui, et monsieur des personnages. Alors, Ouais. bah, on t'a découvert sur les réseaux sociaux. Mais en Ouais. fait, c'est tout con comme question. Mais t'as commencé par la scène ou les réseaux d'ailleurs? J'ai commencé par la scène. C'est Ouais. très peu de personnes le savent, mais ouais, j'ai commencé par la scène. J'ai commencé par la scène, et quand je me suis retrouvé sur scène, je me suis dit, putain, je voyais mes potes commencer leur spectacle et pas remplir leur scène. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour remplir ma scène une fois que j'aurai mon spectacle? Et à ce moment, il y avait les Norman et tout qui étaient en train de pop-up et tout là. Et j'avais envie de jouer. Et tu sais à quel point c'est dur d'obtenir un rôle quand tu es noir en France. J'avais passé des castings, mais c'était toujours pour les mêmes rôles. Je suis vas-y, bon, c'est bon. Je vais faire comme les Norman, comme les Mister V, comme je ne vais pas me prendre la tête. Je vais aller sur YouTube. Il y a YouTube, je vais faire mes propres sketchs et je vais les balancer sur Internet. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est fou, hein, ce que tu dis, ça revient souvent des humoristes issus de la diversité. Ils Ouais. disent, bah ouais les gars, j'avais pas d'accès à la télé, j'avais pas d'accès à Bah certains ouais. médias, du coup, ben, YouTube, les Ouais. réseaux, on s'est mis dans ça et puis on a fait notre propre trou, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est évident, tu sais. T'as Insta, t'as YouTube, t'as TikTok, tu peux percer partout. Avant, il n'y avait pas tout ça. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Il y avait Facebook, mais Facebook, c'était pas encore connu pour être quelque chose pour la vidéo. Il y avait YouTube. YouTube, là, qui commençait vraiment. YouTube Dailymotion, qui commençait vraiment à Pété. éclater à ce moment-là, tu vois. Mais tu vois, faire des vidéos sur Internet, c'était pas si bien vu que ça. Tu étais un YouTuber. Quand on disait que t'es un YouTuber, c'était un peu péjoratif, Péjoratif, ouais. dénigrant, tu sais. Pour un autre comédien, Pour quoi. un autre Ouais. comédien, tu sais, t'avais les comédiens, t'avais les youtubeurs en dessous et tout. Mais moi, j'avais trouvé que YouTube, c'était une super bonne formule pour être indépendant, en fait, libre, et pour pouvoir enfin avoir accès à un public qui se reconnaît en moi et qui rirait en même temps à ce que, Mais c'est une à ce que je fais, tu vois. ouais, c'est une belle évolution parce que de là, bah, ça t'a ouvert des portes, t'es rentré chez Canal, t'as fait des trucs solides quand même. YouTube, c'est incroyable. Les gens peut-être sous-estiment YouTube, mais YouTube, c'est une dinguerie, en fait. Moi, en tout cas, dans ma vie, ça a été une dinguerie. Ça m'a ouvert des portes. C'est-à-dire que j'avais eu cette vision, tu vois. Je me disais, voilà, je vais faire des vidéos, mes sketchs, je vais les balancer sur Internet et je vais rencontrer le peuple comme ça. Mais je pensais pas que ça allait avoir un impact aussi important. C'est-à-dire que moi, les producteurs m'appelaient parce que mes vidéos fonctionnaient tellement bien sur YouTube, sur Internet et après Facebook, tu vois, que c'est leurs enfants qui leur montraient les vidéos. Mais, oh, tu connais ce gars. Oh, tu connais ce gars. Mais J'ai un producteur en tête qui me disait, bah, moi, je t'ai découvert grâce à ma fille. Tu devrais limite la remercier, tu vois, si je Ah t'appelle ouais, aujourd'hui, si on se carrément. connaît aujourd'hui. C'est grâce à ma fille parce elle me montrait à chaque fois ton contenu et tout. Et ça s'est installé progressivement. Et en fait, les producteurs regardent YouTube. C'est des consommateurs de YouTube. Mais c'est drôle, hein, parce que quand tu m'as dit oui, avec une population, enfin, ou des spectateurs qui se reconnaissent en toi, mais en fait, je trouve que tu as un public très large, en fait. Ouais, j'ai un public large. Un public large. Divers. Ouais, Oui, divers, mais j'ai quand même une majorité d'afro-descendants, je pense. ouais. D'afro-descendants, d'urbains, très urbains aussi, blancs, noirs et tout, mais Ouais, très, très urbains, tu vois. parce que moi, quand Mais, je vois équilibre, tout ça, je trouve que ça peut ouais. faire rire les blancs aussi, en Oui, vrai. bien sûr. Ouais, Non, ça, complètement. c'est un truc vraiment qui a touché Tout le monde. le monde entier, la francophonie, tu vois, en général. Mais oui, non, j'ai quand même une audience assez diverse. Mais si tu regardes, en règle générale, les gens qui suivent, c'est souvent des gens qui te ressemblent. La majorité, souvent. Mais est-ce que c'est une volonté ou ça s'est fait comme ça? Non, c'est pas une ou comme- volonté, c'est juste que les gens se reconnaissent en toi, en fait. Tu regardes le public des humoristes, tu regardes un blanc, il aura majoritairement des blancs qui vont le suivre. À part s'il est sur une thématique de Renoir. Les Renois aux États-Unis, les blancs qui ont beaucoup de followers Renois,
aux États-Unis, par exemple, c'est des comédiens. Tu penses à qui, par exemple? Bill Burr, par exemple. Sa femme est black. Sa femme est renoir. Il baigne dans la culture, Ouais. il baigne dans la culture afro. Et du coup, il faisait partie du crew d'ailleurs de Dave Chappelle au tout début, tu sais. Dans le Chappelle Show et tout. Ce gars, je le trouve vraiment drôle. Ouais, j'avoue. C'était le meilleur pote de Patrice O'Neal. Ouais. Patrice O'Neal, une légende dans le game. Donc, ces mecs ont. Oui, forcément, ils ont un public qui est renois parce que eux-mêmes, leur identité est plus ou moins aussi renois dans le sens où ils ont grandi avec pas mal de renois. Souvent, c'est ce genre de profil qui ont un public un peu blanc ou beaucoup noir, ou alors qu'ils sont blancs. Mais quand tu regardes, en règle générale, les Arabes vont voir les Arabes, les Blancs vont voir les Blancs, les Noirs vont voir les Noirs. Et puis après, de temps en temps, oui, il y a des. Mais majoritairement, prends n'importe quel humoriste. Oui, prends n'importe quel humoriste. Mais toi, c'est quoi tes inspirations, tes aspirations et d'ailleurs, comment tu as commencé en fait? Pourquoi tu t'es levé un jour, tu dis hey, stand up! Stand up! Tu t'es levé justement. When I move, you move. Just like that. Yeah. Comment j'ai commencé, putain, déjà, petit, Ça fait j'étais longtemps un que t'es là, passionné. ouais. Ouais. Mais petit, j'étais déjà passionné de comédie, moi. Moi, à chaque fois que je regardais la télé, c'était pour gaulerie, tu vois, dessin animé ou comédie. J'ai toujours été une baltringue, tu sais, j'aimais pas les films d'horreur. Ok. Parce que baltringue, ça peut être aussi à l'école ou. Non, pas dans ce sens-là. Non, ouais, j'étais pas mais une petite mauviette devant l'écran, quoi. Moi, il me fallait des choses qui font rire, tu vois. Ok. J'aimais pas. Donc, j'étais très comédie quand j'étais petit. Ok. Après, il y a eu t'as vu les Jamel Debbouze, Ouais. Ça t'a touché. les Trois Frères, enfin les Inconnus. Les Inconnus. T'as plein de les Nuls. Moi, j'étais un fan. Ou même De Funès ça, j'étais vraiment fan. Genre je kiffais regarder des comédies, même les comédies américaines, les grosses comédies américaines. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'essaierais en fait. Mais j'étais très basket, moi, petit. J'ai fait du basket à un bon niveau, un très bon niveau. Et ça prenait beaucoup de mon temps. J'avais 3 entraînements par semaine, plus le match, le week-end. Donc, je ne pouvais pas faire autre chose. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'avais arrêté le basket à cette époque-là. Je me suis dit, c'est maintenant, il faut que je teste. J'ai trop envie de jouer, j'ai trop envie d'écrire des sketchs, j'ai trop envie de faire gaulerie, quoi. Et ta première scène, c'était où? Ma première scène, c'était. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était celle-là. C'était avec Tania Dutel. Ah ouais. C'était le plateau de Tania Dutel, je crois, Calamity Joke, je crois. Ça me dit quelque chose. Ouais, l'un des premiers. C'était la bande à Soun, là. Soun Dembélé qui m'avait mis en relation. L'Underground Comedy Club. L'Underground Comedy Club. Ça est venu après. Mais mes premières scènes, c'était Sam Blacksters. Sam Blacksters. Ils avaient d'autres potes aussi qui étaient là, qui se sont barrés après. Mais ouais, c'était avec. Ils m'avaient vu. Enfin, je leur avais parlé, je leur avais dit que je voulais commencer. Je sais plus comment on s'était rencontrés, putain. Et ils m'avaient dit, ouais, tu devrais aller là. Ils m'avaient donné pas mal de conseils. Et tout. Leur crew, là. Ils avaient un crew, ils étaient plusieurs et on avait échangé. Ouais, je vois, parce qu'en plus, ils tournaient sur la présentation de l'Underground à un certain moment. Ouais. C'est là que je les ai. Non, je dis des bêtises parce que c'est à la scène, au Calamity Joke, je crois, de Tania Dutel, que j'ai rencontré justement la bande à Sam Blackster et tout. Et ce jour-là, il n'y avait personne. Dans la salle. Personne dans la salle. On réalise pas. Toujours. Mais quand je te dis personne, vous avez joué entre vous. On a joué entre nous, genre. On a joué entre nous, on est allé flyer dans la rue. Personne n'est venu, on a joué entre nous. Wow. On a joué entre nous, j'ai joué devant. Il devait avoir Sam peut-être ce jour-là, Tania Dutel et tout. Peut-être 1 ou 2 personnes qu'on avait réussi à attraper dans la rue. Mais... Et t'en gardes quoi comme souvenir de ces débuts-là? C'était ouf. C'était ouf. Je l'avais fait, tu vois. Même si moi, je ne les connaissais pas vraiment. Tania, je ne la connaissais pas vraiment à ce moment-là. Tu écris un truc chez toi. Et tu montes sur scène pour la première fois de ta vie. C'était nul. Hein. Franchement, c'était nul quand j'y repense. Mais j'étais content. J'avais réalisé un rêve. Enfin, pas un rêve, mais un objectif, tu vois. J'avais coché une case. Monter sur scène. Mais et je suis monté, j'ai kiffé. Ouais, les gens réalisent pas ce que c'est, le step que c'est, quoi. Moi, j'ai toujours du respect, que tu sois drôle ou pas drôle, du moment que tu es monté sur scène, c'est déjà discriminant par rapport au reste de la population. Parce qu'il y a
tellement de gens qui rêvent de le faire et tellement peu de gens qui le font. Grave. Tu vois, on part de 1% peut-être, tu vois. Les gens sont bon, tant mieux, ça met des gens dans la salle qui payent pour te voir, quoi, tu vois, en disant ah putain, pourquoi pas moi? Ben parce que tu le fais pas. Grave. Alors qu'il suffit de. Je crois qu'en fait le stand-up, le non stand-up devrait venir de là en fait, tout simplement. Tu te lèves et tu y vas, quoi. Tu y vas, grave. Ben, c'est exactement ça. C'est ça en fait. C'est peut-être venu de ça. C'est peut-être venu de ça. On réalise un truc, tu sais. Grave. Prends conscience. Oui. Ah mais oui. C'est évident. C'était là depuis le début. Et donc, en fait, du coup, bon souvenir. Et ensuite, donc, tu commences. Alors, je fais un petit fast-forward. Hein, donc, tu commences les vidéos, tac, et là, tu arrives chez Canal. Ouais, l'explosion. Ça allait vite, en fait. Ouais. Moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais jouer. Quand j'ai commencé, je voulais vraiment jouer. J'aimais beaucoup le stand-up. Mais si je devais hiérarchiser, en premier, moi, je voulais le cinéma. Moi. Je voulais jouer dans des comédies, genre des vraies grosses comédies françaises. Moi, c'est ça que je kiffe. Et gars, je me suis pris une gifle quand je suis arrivé dans le monde, dans le business, en fait. Passer des castings, t'as pas beaucoup de castings, je te le disais tout à l'heure. Je me prends une gifle, en fait. Et moi, je viens d'avoir un master. Je suis déjà avec ma femme avec qui je suis là actuellement. Elle a fini ses études. Moi, j'ai un bac +5. Ça fait 2 ans qui plus ou moins qu'elle me soutient, tu vois, financièrement, parce que je suis étudiant, on habite dans un appartement. Donc, elle attend que ça, moi, que je signe mon contrat, tu vois. Il y a une certaine pression. Ouais. Donc, j'ai laissé. Et je suis arrivé un jour, je dis, t'as vu le contrat avec la banque, là? Je travaillais au Crédit Agricole à la direction des achats. Je leur ai dit non, là, je vais faire le rigolo sur scène. Ah, elle n'était pas bien. C'est vrai. Pas bien, gars. Au bout d'un an, j'ai pas de casting, tu vois ce que je veux dire? Il se passe des petits trucs, mais il se passe rien, en fait. Mais t'en parles sur scène, là, quand tu dis, et je crois que c'est ta blague que j'ai trouvée excellente, c'est que dans le cinéma français, il y a de la place que pour un noir par génération. Par génération, gars. Bah ouais, c'est drôle, réalité. Ça. C'est vraiment drôle. C'est une réalité. C'est vraiment drôle. Il y a eu, avant Omar Sy, il y a eu Mouss Diouf. Ouais. Si tu remontes, à chaque fois, c'est tous les 10 ans, on attend un acteur renois comme une éclipse, gars. Ouais. J'avoue. Mais du coup, pas beaucoup de casting, ou pas toujours pour les mêmes rôles, j'imagine. Ou toujours pour les mêmes rôles, exactement. Et donc, ça fait 1 an que j'ai commencé. Et donc là, je me lance, je fais ce constat. Je me dis, je peux pas attendre. J'aime trop jouer. Le peu de fois où j'ai eu l'occasion de jouer, j'ai trop kiffé, gars. Et je suis vraiment dans cet état d'esprit. J'ai envie de jouer. J'en ai rien à foutre. Je veux jouer. J'en ai rien à foutre. Il faut me. Parce qu'à l'époque, je te dis, YouTube, les gens, limite, se foutaient de ta gueule quand tu faisais des vidéos sur YouTube. Tu n'étais pas pris au sérieux. Moi, je dis, bah non. Si, vous allez me prendre au sérieux. Parce que YouTube, tu peux faire de la merde, comme tu peux faire aussi des choses très bien, tu vois. Oui, après, tu as raison, parce que les vidéos les plus regardées, je pense pas que c'est les vidéos forcément les plus chiadées. On est d'accord. Et je trouvais que c'était très arrogant aussi. Moi, je trouvais le travail des youtubeurs extraordinaire. C'était des mecs qui ont décidé de prendre leur caméra et de réaliser, tu vois, et réaliser leur rêve. Et ça fonctionnait et tout. Donc, j'ai lancé ce que je me suis dit. Putain, j'ai pris une caméra, j'ai monté une petite équipe avec mon pote Florin de France, que Farawan, un mec avec qui j'ai bossé, m'avait présenté. Et voilà, je me suis lancé. Et j'ai commencé à faire des sketchs. Déjà, bon, les premiers, c'était pas les meilleurs. Je crois la première série, c'était bien. C'était très YouTube, mais c'était pas encore ma vraie identité. Et au bout de 4 vidéos, je me suis dit, vas-y, j'aime bien ça. C'est bien, ça m'a permis de me lancer. On a bossé, on a fait du montage, on a fait de la réalisation. On a placé les lumières et tout. Je me suis dit, vas-y, ouais, j'aime bien ce que j'ai fait, mais c'est pas ça mon identité. Mon identité, moi, c'était vraiment le sketch. Et c'est là on a commencé à faire les sketchs. Et dès qu'on a fait les sketchs, mais là, tout de suite, ça fonctionne encore plus fort. Genre. Mais je continue un peu sur l'histoire du cinéma parce que ça m'interpelle et ça m'intéresse. Donc, du coup, toi, tu veux toujours faire du cinéma, c'était ton objectif. Mais est-ce que tu t'es rentré dans une logique de formation, t'as pris des cours, de l'acting, j'en sais rien? Je me considère comme un autodidacte. Ouais. Ma formation, je me la suis faite plus ou moins moi-même, justement sur YouTube, en créant des vidéos, en écrivant, en les jouant, en jouant pour d'autres réalisateurs sur YouTube. J'ai eu la chance, tu l'as dit tout à l'heure, après quand les vidéos ont buzzé, d'être contacté par des chaînes comme Canal+, pour réaliser des séries que j'ai écrites, réalisées, dans lesquelles j'ai joué. Donc, au fur et à mesure, par moi-même, je me suis créé un peu mon personnage ou mes personnages, mon identité en tant qu'acteur, et j'ai emmagasiné de l'expérience. Ouais. Mais en parallèle, pour me professionnaliser, je continue à
à passer des castings. Je trouve que c'est très formateur les castings. Parce que tu dois les préparer, tes castings. C'est des rôles totalement différents à chaque fois. Et quand je suis dans une dynamique de casting, et ben, je prends un coach qui m'aide justement dans l'acting. Parce que la comédie, c'est très facile pour moi. Mais jouer des choses qui ne sont pas dans ton registre de confort, c'est plus compliqué. Et là, il y a une meuf là, qui s'appelle Kenza, avec qui j'aime beaucoup bosser, qui a fait le conservatoire. Le conservatoire et j'aime bien bosser avec elle. Mais d'ailleurs, alors, tu m'as fait penser à un truc, tu vois, quand tu dis qu'il y a de la place pour un noir tous les 10 ans. Ouais. Donc là, bon, c'est vrai qu'Omar Sy, ça fait 10 ans qu'il est là, voire peut-être un peu plus. Ah ben t'as vu, ça fait peut-être 5 ans, mais il y a qui arrive. Il y a qui arrive, bon, on voit de très bien qui ont été. Voilà. Il y a Zadi maintenant. Zadi qui arrive. Et d'ailleurs, par contre, ouais, Zadi, son positionnement, c'est qu'il essaye. Alors, il a fait tout simplement noir, il essaye de ramener la bande avec lui. Ouais, c'est bien d'ailleurs ce qu'il fait. D'ailleurs. Et alors, mais est-ce que tu as été frustré de ne pas être dans Tout simplement noir, tout simplement? Non. Est-ce que tu avais ta place dans Tout simplement noir? Bah, bien sûr, j'ai ma place, moi. J'ai ma place dans le cinéma français. D'ailleurs, j'arrive, vous allez me voir arriver, je vais casser la porte. Bien sûr que oui. Enfin, moi, je considère que je suis là. Moi, tu me parles pas d'âge, moi. Moi, tu me parles de comédie. Je suis Mbappé, moi. J'ai l'arrogance de Mbappé si tu me parles de comédie. Mais vraiment, parce que tu me parles pas d'âge. Tous les noirs n'y étaient pas. Et ceux qui n'y étaient pas, ils ont tiré la gueule. Ouais, mais. Est-ce que tu as été contacté d'ailleurs pour. On s'est croisés dans la rue avant qu'il le produise, ce film, quand il était en train de. D'y réfléchir, Non, je pense qu'il avait déjà en tête, il avait déjà le scénario. Il me l'avait plus ou moins pitché. On s'était croisés dans la rue, il m'en avait parlé et tout. Il m'a dit, t'as vu comment on est, on se check. Après, voilà, je veux pas pleurer parce que je suis pas. Si à chaque fois je dois pleurer parce que je suis pas dans. Il m'a pas promis de rôle. Hein. Oui. J'étais juste au courant de son projet. De son projet. Et non, pas de regret. Moi, tu sais quoi? Vraiment, je suis vraiment sincère avec toi. Moi, je fais partie de cette génération, on fait partie de la même génération, où on avait très peu de personnes qui nous ressemblaient à la télé. Et moi, mon rêve, quand j'ai commencé, mon objectif, c'était vraiment de vraiment fracasser la porte, arriver et qu'on soit un maximum de gens différents, tu vois, ou de ce qu'on avait l'habitude de voir à la télé. Moi, je vois la vraie France qu'on connaît, c'est multiculturelle, des blancs, des noirs, des arabes, des asiates, tout ça, tu vois, qu'on ne voyait pas à l'écran. Moi, mon objectif, quand j'ai commencé, c'était moi, je veux pouvoir apporter aussi mon histoire, ma vision de la France. Et je me souviens encore, Jean-Claude Moicca qui est passé là. Jean-Claude Moicca, on prenait le train ensemble en début de carrière à Melun. Et c'est le discours qu'on avait, c'est qu'aujourd'hui, on est là, tous les deux là, dans le métro, dans le métro ou dans le RERD. Mais demain, nous deux là, on sera en haut. On sera en haut et on pourra se regarder, on pourra dire qu'on l'a fait. Et que quand nous, on sera en haut, on espère qu'on ouvrira la porte aux autres. Après tout le monde, peut-être que tout le monde ne le fait pas, mais moi, en tout cas, moi, je suis dans cette dynamique. Quand je vois un Renoir qui réussit, bien sûr que il y a une petite partie de moi dans mon ego qui est très mauvais, tu vois, qui peut-être, oui, jalouse un peu, mais la majorité de ma pensée à ce moment-là, c'est je suis content pour toi. Je suis vraiment content pour toi. Mais en vrai, moi je pense que moi je le vois comme ça parce que je pense qu'ils ouvrent des portes. À nous de continuer de s'engouffrer dans la brèche, quoi. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus simple d'ouvrir la porte suivante quand on est plus, tu vois. Bien sûr. Quelque part, elle est là parce qu'on sait même pas. En plus, je sais pas, c'est pas comme s'il y avait l'expérience depuis 3 générations autour de nous. Donc en fait, tout le monde, et puis on est dans un monde qui bouge beaucoup, donc tout le monde essaye un peu. Donc en fait, c'est bien que on soit 10 à aller à l'assaut des murailles que juste de un, puis un autre, un autre, puis un autre. Tu vois, je pense que c'est aussi déborder le game par les flancs, quoi, quelque part. Pardon, vas-y. Non, mais j'allais dire que comme ça, parfois, tu as des gens qui sortent de là où on les attend pas, tu vois. Et puis ça explose. Et puis c'est ça, c'est un peu ce que je veux dire. Et puis moi, je pense que le podcast m'aide aussi à découvrir en fait beaucoup les backgrounds. Toi, justement, tu parles de ton background. Puis là, j'ai discuté avec Jean-Claude, par exemple. Jean-Claude, en fait, j'ai découvert en fait que Jean-Claude, il avait commencé par le théâtre classique. Il avait fait Shakespeare, Othello, donc Othello, Shakespeare. Il a fait Avignon.
Eh, Non, il a même, pendant un moment, il s'était arrêté en, si je dis pas de bêtises, non, il faisait les deux même pendant un moment. Ouais. Il faisait stand-up et à côté, il jouait des pièces sur Paris, non. Ouais, c'est vrai, il a fait des pièces après encore. Ouais. Et après encore, ouais, non, Jean-Claude, c'est un bosseur, un très bon comédien, un très très bon C'est vrai, comédien. c'est vrai, c'est vrai. Il a joué, moi, je suis fan de lui depuis le début, hein. Il le sait, hein. Euh, Moi, tu vois, mes courts-métrages, à chaque fois, ça fait partie de mes mecs, de mes potes là, qui sont premiers sur la liste. C'est les premiers que j'appelle, Pour les faire gens, des choses. Ouais. comment il s'appelle ouais, Jean-Claude Moicca, je peux te donner qui encore comme nom? Je peux te donner encore Frédéric Bucollet. C'est des mecs Ouais. ultra talentueux. C'est les premiers que j'appelle quand je fais Calvin, Winson. C'est les premiers que j'appelle quand j'ai un projet. Et donc justement là maintenant, bah, t'es installé quand même, t'as un blaze, tu reviens avec ce nouveau Ouais. spectacle, mais c'est vrai que on t'avait un peu perdu de vue, j'ai l'impression. Mm. Après c'est peut-être moi, je sais pas, mais comment ça s'est passé? Est-ce que t'es parti sur d'autres projets? Comment ça Mm. s'est passé? Comment t'as géré ça? Comment? Bah, la vérité, c'est que j'ai jamais quitté le stand-up. Ouais, ok. J'ai jamais quitté le stand-up. J'ai même commencé le stand-up. Mais dans ma carrière, j'ai plus communiqué sur la partie vidéo. C'est pas que j'ai plus communiqué, ça s'est fait malgré moi, en fait. C'est, comme je t'ai dit, moi, mon objectif, c'était d'aller vers la réalisation, vers le cinéma, vers la comédie et tout. Je pensais pas que ça allait aussi rapidement. Ouais, En parce tout que cas, la ouais. réalisation, ça arrivait très vite, la réalisation et le jeu dans mes propres productions. Et, euh, et du coup, j'étais tous les jours moi, toutes les semaines, je suis sur scène, sauf que comme je postais pas en fait de vidéos sur mon activité de stand-up, les gens n'étaient pas au courant. Et ce qui se passe quand tu es, parce que moi j'ai la casquette à la fois d'auteur, de réalisateur, de comédien et de stand-upper, ce qui se passe, c'est que l'écriture d'un scénario, c'est un temps super long en fait. Ouais, Même la production d'un projet, c'est un temps super long. Donc, des fois, tu peux avoir l'impression que je suis pas là, mais je suis en train de charbonner, par exemple, sur l'écriture d'un film. J'écris, alors que je te parle, j'ai déjà écrit un film avec une production. J'ai déjà écrit aussi une série qu'on essaye sur quel thème de d'ailleurs la vendre. série? Bah, c'est de la comédie encore. Ok, C'est sur les thématiques que d'accord. j'aborde T'as fait pas mal de habituellement. pubs aussi. Je fais pas mal de pubs aussi. On t'a vu pour. C'était Vitamalt. Vitamalt, ici, je pense qu'on m'a bien vu ici. En 4x3, je pense qu'on m'avait vu un peu partout. Ouais, Vitamal, j'ai été un peu l'égérie de la marque pendant 2 ans, je crois. On a fait 2 très très belles campagnes avec AK Agency. C'est ceux qui font pour ceux qui connaissent la Brown Sugar, un Oui, la Brown festival Sugar à Paris. afro-caribéen, afro-américain. Bref, un très très bon festival. Et ouais, non, j'ai fait de la pub, mais en règle générale, j'essaie de tourner autour de ce que j'aime faire, bah, la comédie, tu vois. J'ai fait des trucs un peu plus sérieux, j'ai fait des courts-métrages pour un court-métrage en particulier dans le drame, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais en règle générale, c'est de la comédie. Tu parles aussi de ton activité d'auteur. Est-ce que Mm. tu écris pour les autres aussi parfois? Ou ça t'arrive? Ou tu es surtout vidéo, film, Mm. production, bah, audiovisuel quoi? Non, généralement, j'aime bien le temps que j'aime bien le consacrer à mes projets. Maintenant, si on me demande de bosser sur un projet et que je suis rémunéré et que le projet me plaît Ouais, avec why plaisir, not, ouais. je l'ai déjà fait d'ailleurs, hein. J'ai déjà écrit sur des projets autres que les miens, mais c'est plus rare. C'est peut-être 5% de mon activité, tu vois. 5-10% de mon activité. Et donc là maintenant, bah, tu reviens avec, tu rodes ton nouveau Ouais. spectacle. C'est quoi tes thématiques qu'est-ce que tu mets dans ce spectacle? Bon, moi je l'ai vu, mais Ouais, comme j'ai bah pas t'as encore vu la vu. version finale encore, Bah moi, mon objectif, que c'est large. Tu brasses large quand même. ouais, moi, mon objectif, bah déjà, déjà, faut être drôle quand tu es sur Ouais, scène. ouais. Déjà, mon premier objectif, c'est vraiment d'être gaulerie. Donc, j'essaie de mettre de la vanne dedans. Moi, j'aime bien quand c'est léger et j'aime aussi quand il y a du fond. Et quand j'arrive à la fois être déconnant et,
et en seconde lecture, j'arrive à te faire réfléchir, bah là, pour moi, c'est le Saint Graal euh, en stand-up. C'est con, c'est gaulerie, mais c'est très réfléchi, Ouais, ouais, où ouais, derrière, il y je a une vois vraie tout pensée, tu à vois ce fait que je veux ça. dire? Ouais, ouais, Tu ouais. as l'impression que c'est juste con, mais après, quand tu réfléchis vraiment, bah, il y a vraiment quelque chose derrière. J'aime pas faire le politicien, mais j'aime bien parler de politique des fois, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien parler d'actualité, mais je parle beaucoup de ma condition d'homme, de ma condition de père, de ma condition de Renoir, de ma vie, en fait. Bah, moi, je pense que quand je l'ai, ben, ce que j'ai vu en tout Mm. cas de ce que tu ramènes sur scène là, je pense que pour moi, je vois pourquoi les gens peuvent te dire ouais, il y a des éléments politiques parce que Mm. bon quelque part, Ah, voilà, t'es obligé, en vrai. mais je trouve que c'est plus sociétal Ouais. dans le sens où ben, tu mets des choses sur la table. Mm. Mais après, voilà, les gens, ils vont le prendre un peu comme ils veulent, Ouais. l'analyser comme ils veulent, à leur niveau. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture Mm. dans ce que tu proposes. Mais bon, enfin, je sais pas, il y a pas, enfin, moi, je te vois pas comme un militant. Non, je suis pas militant, mais je pense que Mais t'as t'es quand même une. conscient, t'es Ouais, conscient. t'es conscient et t'as quand même une Ouais. responsabilité quand t'es sur scène. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois C'est ce que je voulais le stand-up. discuter avec toi. Comment tu sens ta responsabilité dans la prise de parole, dans le rôle, Ben, nous, on est là pour pointer du doigt, en fait, Mhm. ce qui va Le pas rôle de bien l'humoriste, ouais. ouais, dans notre société. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois le métier. Tu peux pas. Tu peux pas. Si la société va mal, tu peux pas ne rien dire, venir que faire un sketch sur le métro, tu vois ce que je veux dire? C'est bon. J'ai rien contre le sketch pour le métro, et pour moi, même le sketch sur le métro ou sur ce que tu veux, le sketch sur le métro, c'est un peu la caricature Ouais, pour ouais, dire le ouais. sketch accessible, tu vois. Pour moi, il en faut dans ton spectacle. La Mais ligne 13. ouais, la ligne 13, voilà, ou ce que tu veux, ou peu importe. Je sais pas, il y a quoi d'autre qui revient assez souvent. Si tu veux parler de, je sais pas, ta relation avec ta meuf ou quoi que ce soit, genre, fais ce que tu veux. Sois Ouais, gaulerie dans un ouais, premier ouais. temps. Mais pour moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. C'est à chaque fois que je monte sur scène, j'ai quand même une responsabilité. Moi, j'ai du mal à monter sur scène, arriver et ne rien dire. Si Macron, il a dit une dinguerie à la télé, moi, quand je vais arriver sur scène, déjà, ça va me faire rire. Ouais. Déjà, un humoriste, en règle générale, il regarde le monde de haut, pas parce qu'il est prétentieux, mais parce que l'humoriste prend du recul. C'est Tu vois, ça. Ouais. il prend La de la distance. hauteur, de la distance pour mieux en rire, en fait. Et moi, j'aime bien cet exercice, en fait. Et pour moi, ça doit faire partie Mais du comment travail tu de l'humoriste. vois, ouais, mais comment tu vois l'évolution de l'humour, toi, à ton niveau depuis, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là depuis, Mm, depuis un bout de temps et qui voit justement bah, les anciens, mm. les jeunes. Ouais. Comment tu vois un peu l'évolution de l'humour, toi, Putain, je suis ton... un ancien, quoi. Mais Bah, bah, quand ouais, même, moi, je pense que... ça fait plus de 10 ans, en vrai, hein. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, Mais je sais pas si tu vas me dire ce que tu en penses. mm, Moi, je trouve que là, il y a des jeunes qui arrivent, ils sont tout de suite très forts. bah, tu voulais répondre à ta 20 question ans, comme ça? 21 ans, ils sont là. Wow! Bah oui, mais Ils sont nés dedans. on leur a dégagé le terrain, tu vois ce Ouais, que je veux dire? On a fait toutes les blagues de premier niveau, on les a validées. Second niveau, on les a validées. Maintenant, ils sont obligés, ils peuvent pas revenir avec ces blagues. Mais oui, non, le niveau, il est extraordinaire aujourd'hui. Moi, quand je vois des mecs débuter, je me dis, mais moi, quand j'ai débuté, j'avais pas ton niveau, gars. ouais. J'avais pas ton niveau. Puis Maintenant, la formation aussi, il y a des écoles pour ouais, ça. Les ouais, mais mecs, les écoles, je reste toujours un peu perplexe, tu ouais, vois. Oui, pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, ça fonctionne pas. Et puis, il y a des gens il y a des gens qui ont déjà plus ou moins le rythme de la, de la, de l'humour en eux. Ils ont juste besoin d'avoir de l'expérience. Ça, c'est mon constat ouais. sur les humoristes en eux-mêmes, sur le niveau. Je trouve que le niveau, il a grave progressé. Il a grave progressé d'une manière exponentielle. Tu vois. En plus, on est beaucoup. Aujourd'hui, tu as des comédie clubs, je crois. C'est le Paname. Je crois qu'on en avait parlé. Je sais pas, j'en parlais avec Karim, je crois, le boss du Paname. Je crois que c'est des rotations de 200 humoristes, le Paname. Je sais pas si tu te rends compte. Par semaine. Non, c'est dans sa rotation là, Ok. d'humoristes qui fait. Je crois qu'il y en a au moins 200 et peut-être que et ça se trouve, je suis même En en dessous, dessous. ouais. Ça a peut-être encore changé, Mais mais je pense que ça a tu te explosé, rends compte que effectivement. 200, c'est énorme. Juste sur ce Comedy Club, Et donc, forcément, ça tire le niveau vers le haut. Par contre, il y a une autre chose que j'ai constatée sur le métier, c'est que les gens,
les gens, notre métier il est devenu tendu. Les gens ont rendu la comédie. J'ai l'impression que les gens sont plus exigeants avec les humoristes maintenant qu'avec les politiciens. Ou des fois, j'ai l'impression même qu'ils nous prennent pour des politiciens. Ouais, Tu sais, ils ok, sont là, je vois. des fois, ils prennent au premier degré une blague Ouais. et ils sont là à vouloir faire un procès à un humoriste, à mettre énormément d'énergie sur cet humoriste. C'est dû à quoi, à ton Alors, avis? je sais pas, l'ambiance générale de toute manière en France les gens sont crispés, les gens sont tendus et aussi le fait que derrière un réseau social on puisse se cacher facilement euh, euh, dans la critique, mais au-delà de la critique même, enfin, j'ai l'impression vraiment que l'atmosphère autour du stand-up, Ou de l'humour de l'humour, ouais, se tend un peu parce que les gens oublient en fait que c'est de l'humour. Ils prennent trop les choses au premier degré Ouais, des fois. ouais. Et ils ont pas ce second degré en fait Bah, qui est nécessaire en fait. J'ai réfléchi longtemps à cette question parce que la dernière fois, je suis allé à Montréal et en fait, là-bas, ils sont très tendus aussi Ah ouais? sur ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire et tout. Bon, surtout Montréal, c'est une ville quand même très woke. Ouais. Et donc, en fait, bon, nous, quand on vient des Antilles, on a quand même un humour un peu des années 80 Mm. où bon, bah, allez, Ah ouais, moi j'ai pas trouvé. Hein. non, mais on peut faire des blagues racistes. Oui. Oui, voilà, tu vas manger du chien dans un resto chinois, ça va faire rire. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ok, d'accord. Grave. Tu vois ce que je Mais veux dire? parce qu'ils sont encore au niveau, peut-être C'est juste- comme le stand-up est nouveau en Ouais, Martinique, mais peut-être qu'il faut valider d'abord le niveau 1 pour ensuite passer au niveau 2 et après. peut-être qu'en C'est ce que fait je veux aussi dire. on va rester au niveau 1 parce que bon, Ouais. c'est détente et qu'à un Ouais. certain moment, oui, il y a du second degré, il faut arrêter les gars, on est dans de l'humour quoi, tu vois, On est on n'est d'accord. pas. Et Faut en pas fait, les gens prennent trop au sérieux l'humour. ouais. Et en fait, je comprenais pas aussi pourquoi ben tous les humoristes étaient tellement tendus, oh, ça en dit pas et tout, parce qu'ils Mm. ils Mais marchaient moi sur j'aime une. pas ça. Mais justement, et ce que j'ai compris en fait, et j'ai dû vraiment discuter avec des gens là-bas, c'est que ils ont une particularité et je pense qu'en France, on risque de devenir comme ça. Il y a peut-être des choses qui vont nous protéger, bon, notamment la taille du pays, mais il faut savoir qu'en fait, au Québec, c'est un plus petit pays et en fait, l'humour est super développé par rapport à la taille du pays notamment, Mhm. et donc les humoristes sont devenus des célébrités. Ouais. Et en fait, ils sortent du champ de l'humour et on leur demande leur avis sur tout et n'importe Ouais. quoi. Tu vois, la guerre, la guerre à Gaza, Mm. je sais pas, la fin dans le monde. Enfin voilà. Et donc en fait, ils prennent position. Alors qu'en France, bah, on a quand même encore des célébrités, des politiques qui s'occupent de tenir ce discours. Et l'humour, on peut rester juste humoriste, tu vois. Et Ouais, mais quelque tu peux part, être humoriste. Moi j'ai un sketch sur le conflit israélo-palestinien. ouais, mais Sur le conflit ce israélo-palestinien, que je- ça, j'ai pas l'impression de faire de la politique quand je balance ce sketch. J'ai juste l'impression de faire un sketch. attention, je précise ma pensée parce que tu as raison. Et quand tu fais ton sketch, mais tu le fais dans le cadre d'un comédie club ou d'une scène. Alors que, en Ah, fait, mais il est diffusé sur Internet après. ouais, mais bon, on sait que bon, voilà, ça c'est un 3 ou 5 minutes d'humour ou une Mhm. émission d'humour. Alors qu'en fait, eux, ils sont invités sur le journal télévisé parce qu'ils ont fait un sketch, par exemple, sur la Palestine, tu vois, Ouais. et on va On leur leur commencer. demande. Ah, Mais moi, j'y vais pas. ils vont rentrer dans les. Bah, voilà, Mais moi, j'y vais pas. t'y vas pas. J'y vais- Exactement. Si tu m'invites en tant qu'humoriste, oui, je vais te donner mon point de vue en tant qu'humoriste, Mais je mais pense moi, que mon objectif, ce sera de te faire galerie ou c'est faire ça. galerie l'audience. Parce mais que c'est ça j'y l'éthique vais de l'humoriste. Mais en fait, eux là-bas, ils sont happés dans un certain système et dans bah, c'est aussi valorisant. Ouais, je suis connu et tout. Et on te demande de prendre des positions. Prendre des positions. Non, en fait, tu Tu peux vois ce que je prendre veux dire position, ça me dérange pas, mais limite aujourd'hui, on nous demande limite de donner les solutions. Ouais. Nous, on n'est pas là pour donner les solutions, on est là pour dire, hé, regarde, tout le monde dit que ce point, il est rouge, mais en fait, il n'est pas rouge. Là, c'est clairement bleu, là, ce que je suis en train de voir, ou c'est clairement vert, Mais si tu prends ils position. sont en train de nous vendre ouais. cette loi. Mais ça, je l'entends. Mais quand tu prends position, je poursuis ma logique. Hein, je veux dire, c'est que ben, ton objectif, c'est plus de faire rire. Là, c'est de défendre un point de vue et tout ça. Et donc, à partir de là, tu passes la peut-être limite qui te rend attaquable, en fait. Oui, Tu vois où je veux venir oui. Après, c'est à toi de l'assumer, ou pas. Mais je trouve que les gens répondent à l'humour avec beaucoup de Ok. virulence, en fait. Bah, ça, c'est C'est sûr. pas- Quand on rentre dans ta salle et que tu es en train de faire ton sketch, voilà, et que les gens t'agressent, ouais, je pense que c'est relou, quoi. Ouais, Et- alors que le mec, c'est un humoriste. Bah, ouais, Et si tu t'es vois ce que pas, je veux et dire. si t'es pas d'accord avec. Si t'aimes pas son humour, bah juste casse-toi, tu Ouais, vois. voilà, c'est Ça ça. va rien changer. Ça, Moi, je c'est suis pas clair. un politicien. Si je C'est prends ça. une décision, ça va pas changer le cours de ta vie. Enfin, clairement. Enfin, moi, je suis pas là en Ton train de voter objectif, des lois ouais, pour voilà, te faire payer c'est plus ça. de taxes. Je vois ce que tu veux. Moi, je suis juste là à la base pour qu'on passe un bon moment. Et oui,
oui, effectivement, moi, quand je fais rire, mon objectif, c'est pas que de faire rire sur le métro, c'est aussi de faire rire sur autre chose de notre vie au quotidien. Et dans ce qu'on vit au quotidien, bah, on a la politique, on a, malheureusement, aujourd'hui, on a des guerres. La guerre, ça peut être, c'est pas drôle, mais j'ai vu des génies ou j'ai vu des sketchs de génie sur la guerre. J'ai vu des sketchs de génie sur la maladie. J'ai vu, tu vois ce que je veux dire? Bah, Donc, c'est quand, du génie de réussir ouais. à faire rire sur ces thèmes-là. Mais Donc, toi, quand un ouais, humoriste arrive à toucher ce genre de sujet, arrive à faire rire, ben là, moi pour moi, j'applaudis, on j'avoue. assiste à quelque chose de grandiose. Et on devrait même un humoriste qui se casse la gueule, on devrait l'encourager, en fait. Parce qu'au moins, il a pris le risque de dire quelque chose ou d'essayer. Il n'est pas resté, il ne s'est pas tu. Et, C'est Dave Chappelle qui disait qu'en fait, l'humoriste, il y a trois objectifs. Effectivement, c'est d'être intéressant déjà, quoi. ouais. Bah, voilà, et de faire rire. Mais aussi, il y a un côté de un peu obstétricien pour les gens, c'est-à-dire de les soulager, parce que les gens vont se dire, ah, je sais pas, je te donne un exemple pour que ce soit plus concret. Ah, tiens, j'ai été cocu, j'arrive à en rigoler. Le mec dans la salle a été cocu, bah, il se dit, ah, franchement, ça m'arrive pas qu'à moi. Ouais. Tu vois, il y a un côté psy, je sais pas, qui soulage les gens Ouais, on est là. Nous, en fait, de nous, toutes ces galères parce qu'on on les objective et on prend du recul et on les aide à faire ce travail-là, quoi. d'accord. Nous, on joue avec les tensions, en fait. Ouais. On est censé jouer avec la tension. C'est ça le rire, en fait. C'est une tension qui se libère, en fait. Tu es obligé de la créer, cette tension, si tu veux pouvoir la libérer. Et nous, c'est ça notre objectif. Et des fois, le meilleur moyen de créer cette tension, bah, c'est d'aller sur des sujets qui Clivant, peuvent ouais. paraître Touchy. touchy ou clivants, mais apporter un axe original, tu vois. Effectivement, si tu arrives sur un sujet politique clivant et que tu fais rien d'autre que de faire un TEDx Ouais. ou parler comme un C'est- politicien, bah oui, bah là c'est Mais c'est toi, pas intéressant. Mais si toi, tu arrives à ouais. apporter un axe In- que personne n'a Différent, vu ouais, arriver, ouais. bah là c'est pour moi c'est là que commence notre métier, en fait. Mais tu as déjà été victime de campagnes de dénigrement Pas où tu as dénigrement dans le des sens où exemples de vraiment où gens. tout le monde se rue sur Ouais, moi, ouais. mais je vois dans les commentaires, je vois on l'est tous un peu dans. Il y a des trucs qui t'ont marqué, par exemple, qui t'ont fait mal ou je sais pas. Je pense pas que ce soit un événement bien particulier, mais c'est quand je vois les commentaires, en fait. Si tu regardes les commentaires de certains certains Certaines sketchs personnes, ouais. ou même des miens, même des fois sur mes sketchs, oui, bah des fois tu as certains commentaires, tu dis mais le gars il a pas compris, en fait. C'est juste je m'en fous, moi, concrètement, c'est juste le mec, tu passes à côté, en fait. T'as pas compris, tu prends trop le truc au sérieux. C'est pas sérieux ce que je suis en train de te raconter. Je Ouais, suis en train de te détente. faire Ouais. détends-toi, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas prendre ce que je dis au premier degré. Sinon tu vas jamais rire, en Ouais, fait. ouais, tu t'en Tu sors. vois ce que je veux dire. Dans ce cas-là, les mecs qui font de l'humour noir, C'est chaud pour quoi, eux. c'est chaud pour eux, tu vois ce que je veux dire. Ils ont pas d'existence, ils ont pas de carrière. Non, Si, c'est clair. dès qu'il dit un truc, Non, heureusement qu'il y a un public tu pour prends tout premier quand même. degré. Au final, on se rend compte qu'il y a quand même un public pour tout et que tous les goûts sont dans la nature. Mais toi, par exemple, et je reviens un peu à toi, ton évolution, ton futur, tu le vois comment en fait, un peu pour Là, tes rêves, tes objectifs, ouais, moi, tes projets. bah, plus de ce que je fais, mais mieux. J'aimerais continuer à jouer sur scène, mais tu sais, nous, les humoristes, on enchaîne les scènes à Paris, et souvent, comment dire, on n'en profite pas, en fait. On est là, on passe d'une scène à une autre, tu sais, on est devenu limite des salariés de l'humour. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler, c'est vraiment de trouver ma manière de bosser, même avec le stand-up, même si j'aime beaucoup, hein, jouer 4 fois dans la soirée ou 3 fois dans la soirée, ou peu importe le nombre de fois où je joue dans la soirée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vivre l'humour différemment, tu vois. Là, je commence à trouver des pistes d'arrangement, entre guillemets, sur la partie stand-up. Ça, c'est pour la partie stand-up. Sur la partie comédie, bah, c'est mon rêve absolu, là, aujourd'hui, mon rêve absolu, mon objectif absolu, c'est de faire exister mes projets, tu vois. Mes projets, donc je travaille beaucoup là-dessus et qui sortent. Parce que c'est pas de la prétention, mais je pense que j'ai confiance en mon travail
et je sais que mon travail plaît. Et, voilà, moi, mon objectif maintenant, c'est d'aller vraiment à la rencontre de mon public, de le fédérer et d'être indépendant, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a rien, la chose la plus dure pour moi dans ce métier, c'est de dépendre des autres, en fait. Moi, c'est ce qui me déchire le plus. Ça te fait chier. Ça me déchire le plus. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, serait le point de blocage? Enfin, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour C'est l'accès tout simplement, financement, aux médias, l'accès au financement, l'accès aux plateformes, tu vois ce que je veux dire? Tu as beau avoir les plus belles idées, si derrière on t'ouvre pas la porte, si derrière tu n'as pas un producteur qui a les bons contacts, ou si derrière tu n'as pas une plateforme qui s'intéresse à ton travail, tu auras beau avoir la meilleure idée, si tu sais pas la marketer ou si tu sais pas la vendre, c'est mort en fait. Le jeu, c'est même pas d'être talentueux en fait aujourd'hui. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont bons en communication. Tu peux avoir, c'est la même chose au stand-up. Tu peux avoir le meilleur spectacle du monde. Moi, j'ai vu des mecs ultra talentueux, des mecs qui te retournent la salle, des mecs qui te cassent les côtes. Limite, tu te forces à ne plus rire parce que tu as mal derrière, tu as mal aux côtes, mais qui sont pas, qui remplissent pas des zéniths. Par contre, je connais des gens qui n'ont pas les meilleurs spectacles, mais qui sont très bons en remplissage. Donc, tu auras beau avoir le meilleur produit, si tu n'es pas capable de le vendre. C'est ça, en fait, le vrai game. Aujourd'hui, c'est ça. C'est être un artiste, mais aujourd'hui, être un artiste, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut être un bon artiste et il faut être un bon communicant, un bon mec en marketing. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu penses que Alors, moi, c'est truc tout bête, mais c'est vrai que comme tu es dans l'industrie, tu l'observes depuis longtemps. Pourquoi tu penses que... Enfin, qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait un appel d'air sur les plateformes, par exemple? Parce que c'est vrai que les plateformes ont acheté énormément de produits, il y a eu énormément de production sur Netflix, Amazon, Disney, bref, voilà, you name it, comme on dit. Qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait un appel d'air de séries, déjà, je trouve, françaises, de la diversité sur ces... Il y en a quelques-unes, mais il y a quelques séries qui se montrent. On a des projets, on en a un ici en Martinique qui s'appelle Bandit, qui va arriver sur Netflix. Voilà, c'est des histoires de gangsters à la sauce créole, mais qu'est-ce qui manque à ton avis pour qu'il y ait un appel d'air et que tout d'un coup, bam, la porte s'ouvre? Puis, j'ai pas de réponse absolue, mais je pense que c'est un tout, tu vois. Je pense que parce que des projets, il y en a. Ouais, non, des Nous projets. en a, Jean-Claude en a, moi, Kat, t'en as, vous en avez. 3, 4, 5 Après, malheureusement, malheureusement et heureusement, le métier qu'on fait, c'est un métier de rencontre, en fait. C'est un métier de rencontre, c'est un métier de copinage. Mais de toute façon, le monde est fait comme ça, le business est fait comme ça. Même quand j'étais en banque, c'est du copinage aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est la bonne rencontre au bon moment. C'est des questions de timing, c'est des questions de cooptation par moment, peut-être. C'est des questions de... c'est pas figé en fait. Ça change tout le temps. Il y a des tendances, il y a des gens qui. Il y a aussi un truc qu'on aime bien en France, c'est avoir des gens au casting qui sont bankable. Donc parce que c'est une industrie, parce que tout simplement. Je leur en veux pas. Hein. Tu sais, quand tu mets 5 millions sur un projet, tu veux les récupérer. Tu mets pas 5 millions parce que Kendo, il a un beau sourire et une jolie moustache. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets 5 millions parce que tu as investi 5 millions dedans. Est-ce qu'on tombe pas dans l'excès? Parce que tu vois, par exemple, là aujourd'hui, quand tu as un film qui a marché avec un comédien, derrière, il y en a 5 qui suivent. Quoi. Ben c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, mais jusqu'à ce que ça lasse, en fait. C'est du business. Alors que moi, ce qui me désole en France, sur les plateformes, c'est que pour moi, les plus gros succès de Netflix, en tout cas moi, les trucs qui m'ont mis les plus gros stars, c'est des films ou des séries où il y avait des gens que je connaissais pas, où j'ai découvert un concept, où j'ai découvert un casting, et c'est là où j'ai pu les plus grosses tartes. Et pour moi, c'était l'ADN des plateformes, en fait, quand ils sont arrivés. Pour moi, c'était ça, l'ADN des plateformes. T'as un exemple, par exemple, de série qui t'a marqué comme ça? Sur Netflix, une série où, par exemple, un truc con, hein, mais la série The Gambit sur les échecs, là, la meuf qui fait des échecs. Ok.
Je la connaissais pas, l'actrice. Un truc sur les échecs, jamais j'aurais cru que ça m'aurait tenu en haleine, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, par exemple, cette série, ça m'a mis une tarte de ouf. Stranger Things, c'est sorti sur quoi en premier? Je pense que c'est sur Netflix. Hein. Stranger Things, je connaissais personne au casting. Casa de Papel. La Casa de Papel. Bah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, je pense à ça. Les plus grosses gifs que j'ai pris. Et maintenant, j'ai l'impression que, surtout après en France, on n'aime pas prendre des risques. Hein. Quand tu regardes, on n'aime pas prendre des risques. Tout ce qu'on consomme en France, majoritairement, bon, peut-être fais pas ci, fais pas ça, que j'applaudis parce que il me semble que c'est vraiment une création française. Il y a 10% aussi, je crois, c'est vraiment une grosse création française, originale française. Mais le reste, si tu regardes, c'est des trucs qui vont fonctionner aux États-Unis et qu'on achète et qu'on vient reproduire ici en France. En France, on n'aime pas prendre, on n'aime pas, mais dans tout, hein, pas que dans le cinéma. On n'aime pas le risque. On n'aime pas le risque. Mais après, j'arrive aussi à mettre dans la place du producteur qui met ses thunes et qui veut récupérer ses thunes. Mais il y a des fois, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et c'est là où quand tu prends des risques, c'est là que tu peux gagner gros en fait. Certes, mais justement, moi, je me pose beaucoup la question sur le fait que pourquoi il n'y a pas plus de black money dans ce game. Tu vois, parce que black money, il y en a de plus en plus entre les footballeurs, les basketteurs. Ah, mais qui va organiser tout ça? Le problème, c'est l'organisation. C'est oui, black money. Il faut même je regardais un truc sur. Il y a des talents, il y a de l'argent. Il faut de la personne entre les deux. La personne entre les deux, une personne de confiance. Et il faut un exemple. Il faut que quelqu'un soit notre tirailleur mais vraiment, il faut qu'il y ait un exemple il faut qu'il y ait un exemple en fait. Faut qu'il y ait un exemple. Est-ce que tu le vois venir cet exemple ou pas? Il y a eu des exemples qu'on foiré. Du genre. Mais ça va venir. Ouais, j'ai pas envie de citer de nom, mais moi j'ai vu des exemples où mon frère, on va faire un truc local. Et finalement, c'était pas. Parce qu'il faut à la fois, les mecs qui ont des thunes, il faut avoir les mecs qui ont le talent, il faut à la fois aussi le gars qui est capable d'organiser, de tout organiser, de produire. C'est un vrai métier. Il faut des métiers, il faut vraiment des mecs professionnels au niveau à tous les postes. Et tu vois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les Américains. Je crois que tu avais fait référence tout à l'heure aux Américains. Les Américains, ce qu'ils font. Non, sur le fait que pourquoi nous, les Renois, quand quelqu'un devient bankable, pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas la porte à tout le monde et tout le monde Je sais pas si pourquoi il n'ouvre pas la porte à tout le monde, mais on a eu plus ou moins cette discussion un peu en amont, mais ce qui est marrant chez ce que j'ai appris des Américains, c'est que c'est pas du hasard. Hein. C'est que quand tu as un Américain qui réussit, et ben, il va prendre un petit qui va sponsoriser et qui va faire entrer dans sa future production. Et ce petit-là, s'il veut être auteur, et ben, il va participer à l'écriture du projet en question. Mais en tant qu'auteur, il y a des échelons à passer. Tu ne deviens pas auteur du jour au lendemain d'un film. Tu commences, d'abord tu ramènes les cafés, j'exagère, et puis après à la fin, tu deviens auteur principal sur le... Et ils ont ce système un peu de sponsoring où sur leur projet, ils vont faire amener un petit qui débute et ils vont le former. Comme ça, après, ce mec-là, une fois qu'il aura fini sa formation, et ben, lui pourra écrire. Et ensuite, peut-être qu'ils vont faire la même chose pour un réalisateur. Et c'est comme ça, en fait, que tu crées un espèce d'écosystème de réalisateurs qualifiés. C'est comme une entreprise, en fait, de réalisateurs qualifiés, d'auteurs qualifiés, de noirs, pour le coup, ou rebeux, ou asiates. Après, c'est comme ça que tu montes progressivement. Après, moi, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, je trouve super content que les gens ils ouvrent les portes et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, alors c'est pas généralisé, mais après le territoire c'est beaucoup plus grand, donc c'est effectivement la loi des nombres fait que il y a plus de gens qui ont cette logique qui est celle de laisser un héritage. Et donc en fait, c'est pas juste moi j'ai réussi en ayant juste de l'argent, parce que pour eux réussir, c'est aussi qu'on se souvienne de toi. Et donc en fait, il faut laisser un legacy, un héritage comme on dit. Donc du coup, on va
formé, on va faire une boîte de prod. Regarde, Dr. Dre, il lance Snoop, Snoop, il va lancer d'autres. Ouais. Et puis voilà, je crois et c'est comme ça que ça se passe. Ils sont tous les chanteurs qui ont réussi, par exemple, sont devenus producteurs de la nouvelle génération. Tu vois. Et en fait, c'est ça. Et donc, en fait, et du coup, là, on le voit avec le Death Row, quand ils ont chanté au Super Bowl, on les a tous vus, tu vois. Dre, Snoop, 50 Cent, Eminem, tu vois. Enfin, bref. Et là, tu vois, et en fait, on se rend pas compte, mais là, il y a 20 ans de musique. Ouais, mais c'est le même principe qu'on doit répéter, mais pour le cinéma ou pour. Mais ça veut dire aussi que ça va prendre un peu de temps quand même. Mais, Bien sûr, ça prend du temps, mais il faut l'implémenter là, Ouais. maintenant, en fait. Faut l'implémenter maintenant, mais ça doit se faire. Il faut qu'il y ait une première pierre posée, en fait. Il faut qu'il y ait un premier leader et qui ait envie de porter cette responsabilité. Moi, je peux toujours le faire à mon niveau, mais j'aurais jamais la portée d'un. Tu n'auras jamais les moyens financiers. J'aurais pour jamais les l'instant moyens financiers ou j'aurais jamais la portée d'un acteur. Enfin, jamais. Ouais. Demain, peut-être. Je me le souhaite. Non, mais ce qu'il faut qu'on D'un précise acteur, juste quand même pour les ultra gens qui, bankable. ouais, mais faut qu'on précise pour les gens qui regardent le podcast, c'est que de quoi on parle comme chiffre. Un film, c'est 12 millions, 10, 12 millions, un bon film, un bon budget pour un film, c'est ça. Aujourd'hui, on est déjà 12 millions, tu es déjà sur un bon film. Hein. Ouais, Tu sais, ouais. aujourd'hui, 5 millions, tu as 5 millions pour faire ton film, t'es bien aussi, t'es déjà Bah, bien. les bons films qui sont sortis aujourd'hui sont des budgets de combien? Parce qu'on va. Moi, j'ai pas tous les chiffres, mais On est au-dessus de 10 tu vois, millions. par exemple, si on parle du film de Jean-Pascal Zadi, je suis pas sûr qu'il a pas eu, Tu penses? bah, bien sûr que non. Il Moi, a pas eu 12 millions, bien sûr que non. Ah bon? T'es un ouf, toi. Faudrait 7 qu'on millions, 8 millions? Jean-Pascal Zadi, dis-le nous. Mais même 5 millions, je suis même pas sûr qu'il ait eu 5 millions pour faire son film. C'est vrai? Intéressant. Oui, mais parce que ça, c'est Jean-Pascal Zadi, c'est son premier film. Et il a réussi à faire. Jean-Pascal Zadi, justement, je pense qu'il a été respecté aussi beaucoup sur ce film parce qu'il a réussi à faire un film qui a bien fonctionné, qui a très bien fonctionné dans une période difficile et avec peu de moyens, en fait. C'est là où. Tu parles duquel? Tout simplement Noir. Ah, parce que d'accord. Non, moi je te parle du dernier, moi, là, celui qui est le grand déplacement, c'est ça? Ah, ça, je sais pas. Ah, oui, mais non, là, c'est un autre niveau dans le sens où c'est ça que je. il C'est est celui-là plus que au même stade dans sa non, carrière. c'est celui-là que je parle. Moi, je parle pas Ah, de. je sais pas. Je sais même pas. Il l'a fait avec. Je sais même pas avec qui il l'a fait. Claudia Tagbo, Farid. Non, avec quel quel réalisateur? Non, distributeur. Je sais même pas avec qui il l'a fait. Je sais Mais pas. oui, c'est sûr que là, oui, il a eu plus de thunes mais il est plus à un même stade. Non, mais c'est de ça que je César, parle. il a un film qui a fonctionné, qui lui a ouvert des portes. Il joue dans tous les films. T'es plus la même personne. Moi, je suis prêt à sacrifier mon premier film. Je suis prêt à sacrifier mon premier film pour que derrière, ça m'ouvre des portes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ton premier film, en règle générale. Non, on est d'accord. Moi, j'étais. T'as pas un gros budget. Mais après, si tu arrives à faire tes preuves sur ce premier film, imagine, toi, je te donne 500 000 euros et avec 500 000 euros, tu arrives à me faire 500 000 entrées. 500 000 entrées. Je pense qu'on a déjà fait avec des films avec moins ici. Mais attends, mais imagine, je te donne 500 000 euros. 500 000 euros, tu me fais 500 000 entrées au cinéma. Mais là, tu penses pas que ton prochain film, c'est clair. on va te donner Plus. les millions que tu Ouais. veux. Si, admettons, tu le fais une fois, deux fois, la troisième fois, ils vont tous venir toquer à ta porte. Viens, regarde, on te donne 5 millions, refais-nous un truc à 5 millions. C'est clair. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Du coup, pour finir, je voulais juste rapidement parler de la Martinique. Donc, tu viens de jouer ici au Free Comedy Club. Comment ça s'est passé? Tes rencontres avec les Martiniquais, ton séjour Franchement, là, j'ai kiffé, tu vois, au Free Comedy Club. Hier, on était là en train de jouer. La salle était blindax. L'agencement de la salle est incroyable. Le retour, la sensation que j'ai eue sur scène, le retour du public, les rires, incroyable. Le public, j'appréhendais un peu, tu vois. J'appréhendais un peu parce que t'as les Martiniquais joyeux, mais tu connais aussi le Martiniquais là, qui te regarde là, comme ça. Là, à la caisse, là, quand tu dois à la caisse, qui va, laisse tomber, qui veut pas te servir et tout. Là, je me suis dit, j'appréhendais un peu. J'étais là, putain. Alors que je sais, en vrai, j'ai joué à la Brown Sugar, j'ai joué dans d'autres. Dockside, peut-être. Au Dockside, c'est celui-là que je cherchais, c'est mort. Au Dockside, j'ai joué. À chaque fois, quand c'est un public afro, c'est une ambiance de malade. Mais ça mettait un peu la pression parce que, voilà, je voyageais, je ne voulais pas décevoir. Et non, grosse ambiance, un public ultra chaud.
euh, déjà éduquer stand-up, tu vois, ça se voit qu'ils aiment consommer du stand-up. Non, j'étais content. Et puis en plus, venir ici, c'est toujours un plaisir. Il fait beau, le pays d'Aimé Césaire, comme j'allais dire. Le pays d'Aimé Césaire et des acras de morue, bien entendu. Mais ouais, non, j'aime bien venir ici, gars. Regarde, je suis allé, tu sais, moi, tu me l'as Ouais. dit, je connais un poisson, je suis parti À la mer. à la mer, à la À la... Trinité. Ah, je suis parti surfer un peu. Non, je suis bien, moi, ici. Ah Les gars, ouais, le gars surf. bah, gars, c'est. C'est Non. pas un melun que tu vas surfer, en Ah, non, tout cas. non, la Martinique, c'est incroyable. C'est un pays incroyable. Vous avez une terre ici incroyable. Et avant que tu partes, hein, Mm. n'oublie pas, on va faire une romerie encore, hein. Ah, moi, il faut, gars, on peut. Quand tu veux. Quand tu veux. Eh ben, on vous fera un débrief sur la visite de la romerie avec Dikosh. En tout cas, merci beaucoup de Mm. nous avoir accordé de ce temps, de ton temps, et Merci de m'avoir puis invité. d'avoir répondu positivement à notre invitation au Free Comedy Club. Tu es le bienvenu quand tu veux. Et puis, en tout cas, merci. Et moi, je vous dis à la prochaine.